pour ne pas perdre le temps. Donc, bonjour, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire du CMNOG, Cameroun Network Operator Group. Nous remercions les personnes qui sont présentes et qui assistent à ce webinaire. Juste petite modalité, si vous êtes dans le salon, nous vous prions, s'il vous plaît, de veiller à ce que vos micros soient coupés et aussi éventuellement de renommer vos comptes, si besoin étant. Il y aura des phases de questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser directement dans la section chat. Mais vous pouvez également, si vous voulez parler de manière vive, il y aura une phase où vous pourrez également poser vos questions. Live streaming is on. Tout au long du webinaire, nous utiliserons également une plateforme pour poser des quiz, des questions interactives. Donc, vous pourrez utiliser ce canal et on pourra utiliser ce canal en fait pour échanger avec vous et nous assurer que vous avez suivi. Donc, le webinaire numéro 10, qui est la suite du webinaire numéro 9, portera sur l'utilisation d'un registre IRR pour documenter votre politique de routage. Donc, il sera présenté par Stéphane Onlue. Bonjour Stéphane. Bonjour Willy, Alors, et merci pour l'intro. très bien. Donc, nous sommes avec toi pour un peu plus d'une heure pour parler donc de ce thème. Et donc, pour cela, je vais te laisser commencer parce que je pense que tu as d'abord quelque chose qui va permettre aux auditeurs de pouvoir un peu se rafraîchir la mémoire. Et après, nous allons débuter avec le webinaire proprement dit. Ouais, merci Willy, merci à tous ceux qui se sont présentés, tous ceux qui sont là ce soir pour participer à cette série. Nous avons commencé il y a 2 semaines avec le premier webinaire dans la série. Ceux qui étaient là doivent se souvenir de ce dont nous avons discuté. Il est question ici là de parler des actions manners. Manners en anglais c'est Mutually Agreed Norm for Routing Security. Donc c'est un peu comme une initiative de collaboration entre les opérateurs réseau dans le monde entier pour sécuriser globalement la table de routage Internet. Parce que nous savons aujourd'hui, tout dépend d'Internet. Nos ménages, nos entreprises, les études, la médecine, le commerce, qui ne fait pas quoi en ligne de nos jours. Donc, Internet, nous sommes devenus vraiment très, très dépendants d'Internet. Et avec la situation qui prévaut, la situation de Corona-19, nous nous sommes rendus compte que vraiment Internet est un outil indispensable et un outil très, 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 très résilient, très performant et très important pour notre suivi, allons dire ça comme ça. Donc, du coup, il est important que cet Internet marche convenablement. Il est important que cela opère convenablement. Et l'Internet reposant sur le protocole BGP, il était question pour nous donc de regarder comment ce protocole fonctionne et comment est-ce que nous pouvons le sécuriser. Donc, d'entrée de jeu, on va poser comme ça quelques questions pour faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons vu la dernière fois. La première question, déjà, c'est la bienséance. On voudrait que chacun se présente. Donc, chacun de vous va se présenter son nom, le pays ou la ville et aussi le numéro du système autonome de son entreprise. Willy, est-ce que c'est sur Slido qu'on va faire ça ou bien c'est dans le chat? Non, pour la première question, ils peuvent répondre directement dans le chat. Donc allez-y, chers amis, au bas de votre écran, vous avez les contrôles de Meet. Donc, il y a le micro avant, il y a la caméra, après, il y a le partage d'écran et puis il y a l'icône du chat. Donc, vous cliquez sur l'icône du chat et puis vous saisissez dans le chat votre nom, pays, ville et le numéro de système autonome de votre entreprise. Si vous ne vous retrouvez pas, si vous ne savez pas comment retrouver votre numéro de système autonome, allez sur bgp.hi.net. Quand je dis HI en anglais là, les gens peuvent saisir.
Je sais pas trop. Mhm. Jusqu'ici, aucune réaction. Est-ce que les gens ne retrouvent pas le chat? Ou bien ils ont peur de se prononcer. Non, je crois pas. Non, mais bon, vous pouvez simplement juste donner le pseudo que vous êtes en train d'utiliser et juste dire depuis où vous nous écoutez, par exemple. Oh, j'ai fait une erreur dans la saisie. Oui, c'est pour ça que j'ai corrigé rapidement. D'accord. Donc, vous pouvez aussi simplement nous dire bonjour, tout simplement. Bonjour, Brice. Donc, nous sommes dans la salle actuellement 9. Je profite de l'occasion également pour remercier Internet Society qui participe avec nous et qui contribue aussi à en fait faire la promotion des webinaires qui sont animés par le CMNOG. Nous avons également le point d'échange CAMIX au Cameroun qui également participe de la promotion en fait de ces webinaires. Nous les remercions. Donc, je vais commencer par moi. Voilà, moi, c'est Moussa. En lui. Voilà le numéro de système autonome de ma compagnie. Je travaille pour Afrinic. Je peux aussi partager le numéro de système autonome de mon fournisseur. Hein. Donc, je crois que tout le monde ne s'est pas retrouvé, ou bien Voilà les uns et les le autres n'ont pas. système autonome Christian, du point d'échange où nous nous trouvons, AS37 324, le Mauritius Internet Exchange Point. okay. Si je... Oui, ça peut. Ouais. Oui, Willy. Non, j'étais en train de vouloir répondre à la question de Christian, mais c'est OK, on peut y aller. Je pense qu'on peut continuer en fait avec la seconde, ta première question en fait. Le numéro du système autonome de mon fournisseur d'accès. Donc, voilà. Maintenant, la première question ou la deuxième, Willy, Mhm. tu vas diffuser. Tout à fait. Donc, OK. la question, déjà, la question que vous avez, c'est quels sont les problèmes de sécurité liés au routage? Et pour répondre à la question, vous allez sur slido.com. Quels sont les problèmes de sécurité liés au routage? Donc, pour ceux qui se rappellent, nous avons abordé ça en fait dans le précédent webinaire. Mais même si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez toujours donner votre avis ou bien ce que vous pensez. Donc, quels sont les problèmes de sécurité liés au routage? Vous allez sur slido.com et le code est celui qui s'affiche à l'écran que je vais remettre quand même dans le chat. Besoin. Voilà. Donc, je pense qu'on va remettre simplement aussi l'URL. Ça peut être plus rapide pour ceux qui sont déjà dans le chat. Voilà. Donc, vous avez l'URL du questionnaire dans le chat. Donc, la question qui vous est posée, c'est quels sont les problèmes de sécurité liés au routage? Donc, soit vous allez sur l'URL qui est dans le chat, soit vous répondez à la question en allant sur slido.com. Et le code, c'est 442 175. Donc, quels sont les problèmes de sécurité liés au routage que vous connaissez? Notre audience aujourd'hui est un peu timide, Stéphane. Ouais. Même, vous pouvez proposer quelque chose. De toute façon, toutes les réponses sont bienvenues. Le plus important étant que les uns et les autres puissent en fait apprendre de ce qui sera abordé ou de ce qui est abordé aujourd'hui. Quels sont les problèmes de sécurité liés au routage? OK. Okay. Nous avons
déjà 2 retours. Route leaks, data leaks, spoofing, fuite de route. Donc, la question, c'est quels sont les problèmes de sécurité liés au routage? Vous allez sur slido.com, vous avez une section où vous devez mettre en code, c'est 442-175. OK. Donc, Stéphane, nous avons déjà 3 retours. Qu'est-ce que tu dis de ces réponses? Je pense que les gens ici ont véritablement été au parfum de tout ce qui s'est passé. Là, on a data leak. J'imagine que la personne voulait parler de route leak. Spoofing, oui, et fuite de route, oui. Fuite de route et leak, je pense que c'est la même chose. Je vois spoofing, route leak, hijacking, préfixe hijack, route leak, IP spoofing, ouais. L'usurpation d'identité numérique, oui. Les fuites de route, excellent. Okay. Donc, je pense que plus ou moins c'est ça. D'accord, on passe à l'autre question. Donc, on passe à la question suivante. Donc, question suivante, toujours sur le même écran. Maintenant, quelles sont les actions de Manners que vous connaissez? Quelles sont les actions de Manners que vous connaissez? Vous pouvez proposer plusieurs initiatives. Quelles sont les actions de Manners? Petite révision avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui. Quelles sont les actions de Manners? Donc, je répète la question, c'est quelles sont les actions de Manners? Vous pouvez aller sur slido.com pour donner votre avis. Les 5 personnes qui ont donné leur avis tout à l'heure, vous pouvez, c'est toujours le même écran, vous donnez votre avis. Quelles sont les actions de Manners? OK. Éduquer la communauté sur les standards de normes et sécurité globalement. Une autre réponse, un autre avis? OK. Filtrage, anti-spoofing, coordination. Ouais. J'aurais dit qu'il manque un élément, mais c'est déjà bien. Best practices, c'est un peu vague quand on dit best practices parce que en termes de best practices, il y en a toute une panoplie. Mais oui, Manners est là pour promouvoir les best practices en termes de sécurisation de la table de routage, en termes de sécurisation de BGP. Donc, et quelles sont ces best practices? Ils ont pu empaqueter ça sous 4 actions qu'ils ont annoncées. On a 3 là, filtrage, anti-spoofing, coordination. OK, très bien. Je pense qu'on va passer à la dernière question. Okay, oui, avant de passer à la dernière question, je vois filtrage, validation, coordination et anti-spoofing. Donc, voilà les 4 actions Manners. Donc, ça consiste à filtrer, valider les données, faire de la coordination, faire de l'anti-spoofing. Et au fur et à mesure qu'on avance dans cette série de webinaires, on va voir tout ça. Okay, très bien, merci Stéphane. Dernière question de la série. Quels sont les outils mis à notre disposition pour lutter contre ces problèmes de sécurité de l'Internet? Donc, quels sont les outils mis à notre disposition pour lutter contre ces problèmes de sécurité de l'Internet? Toujours sur la même page, c'est la question suivante qui vous est posée. Guy Luzanga, tu peux saisir n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'avoir été présent au précédent webinaire pour pouvoir te retrouver. Donc, ce qui te vient en tête, essaie de regarder la réponse. Ce qui te vient en tête, tu donnes ça comme réponse. OK?
Donc, la question qu'on pose là maintenant, c'est quels sont les outils mis à notre disposition pour lutter contre ces problèmes de sécurité de l'Internet. Donc, on a commencé par dire qu'on avait 3 grands problèmes. Les route leaks, les route hijack et le spoofing. D'accord? Donc, en quelque sorte, c'est le détournement de route, le vol de préfixes et puis l'usurpation d'identité ou bien d'adresse. Donc, pour ces 3 problèmes, quels sont les outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir pallier à ces problèmes ou bien réduire leur impact lorsqu'ils surviennent? Les amis, c'est pas un interrogatoire, vous allez avoir une mauvaise note qui va vous pénaliser. Proposez. Aucune proposition jusqu'ici. Quels sont les outils mis à notre disposition pour lutter contre ces problèmes de sécurité de l'Internet? Qu'est-ce que vous proposez? OK. Donc, intéressant, évitez de vous rendre sur des sites douteux ou illégaux. Choisissez bien votre pare-feu et antivirus. Table de routage, IRR filtering. OK. IPsec, DNSSEC, implémenter IPv6. OK. Voilà, cool. Dans une certaine mesure, nous avons là une panoplie de réponses. Bon, pour ce qui est des problèmes que nous avons posés, qui sont des problèmes qui sont liés au routage, la première chose consiste déjà, comme on a dit, les solutions, c'était quoi? On a dit qu'on pouvait faire du filtrage. Pour faire du filtrage, on a besoin de quoi? On a besoin des préfixes, ainsi de suite. On a parlé des outils tels que IRR, RPKI, WHOIS, BGPsec, l'URPF, Unicast Reverse Path Forwarding, les ACL, ainsi de suite. Donc, il y a toute une panoplie d'outils qu'il fallait citer. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons attaquer le premier outil, l'un de ces outils-là. On va attaquer donc avec l'IRR tout de suite. On va voir c'est quoi l'IRR. Willy, tu peux arrêter de partager ton écran. Tout à fait. Et merci pour la participation. C'est intéressant de voir comment les gens participent. Continuons de participer, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à saisir vos questions dans le chat et on va essayer de répondre au fur et à mesure qu'on avance. Donc, allons-y maintenant. On va attaquer avec l'IRR. Donc, avant d'aller dans l'IRR, je vais un peu rentrer dans l'historique avec notre fameux et célèbre John Postel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Postel. John Postel était un chercheur. C'est un peu l'un des pionniers de l'Internet. Il était donc un chercheur aux États-Unis. Et à l'aube de l'Internet, donc à l'origine de l'Internet, lui, il faisait quoi? Il utilisait un registre dans lequel il notait les adresses IP qu'il attribuait aux organismes de recherche tels que le département de défense aux États-Unis, les universités, les grands laboratoires de recherche qui travaillent sur les recherches poussées pour nous inventer ce que nous avons aujourd'hui comme Internet. Donc, en ce faisant, comment est-ce qu'il procédait? Donc, lorsqu'une organisation ou bien quelqu'un avait besoin d'une adresse IP ou bien d'un bloc d'adresse IP, il allait dans son registre, il voyait les blocs qui étaient déjà attribués, il prenait ceux qui ne sont pas encore attribués, il prenait une partie, un bloc qu'il attribuait à l'organisation ou l'entité en question, et cette entité pouvait donc utiliser ce bloc d'adresse IP-là dans son réseau. Et lorsque vous aviez utilisé dans ce bloc d'adresse IP dans votre réseau, il ne fallait pas que quelqu'un d'autre puisse utiliser cela. Et comment on pouvait
savoir, par exemple, que le bloc, allons prendre un bloc au hasard 192.168.0.0/16 est attribué, par exemple, à l'organisation willy.com et pas à l'organisation sylvain.cm. Il fallait se référer au registre de John Postel. Tel qu'il utilisait son registre, il était possible qu'il se trompe, il était possible qu'il y ait des erreurs, puisque il le faisait manuellement et parfois il envoyait dans ses informations par email ou bien il faisait des fax ou bien il envoyait par la poste. Quand les choses ont commencé à prendre de l'ampleur sur Internet, il était donc question de penser à un système beaucoup plus robuste. C'est là où le premier, comment je vais dire ça? Je vais appeler ça RIR, le premier registre est né, qu'on appelait Internic. Et Internic était donc une organisation qui était chargée de gérer donc l'attribution des adresses IP et de jouer la fonction de registre globalement. Avec les évolutions, on a vu la nécessité de pouvoir décentraliser la gestion des blocs d'adresses IP dans les régions. C'est là où les RIR, les registres régionaux, sont nés. Parmi ces registres régionaux, nous avons le registre qui est en charge de l'Afrique, qui est Afrinic. Nous avons le registre qui est en charge de l'Europe, qui est RIPE-NCC. Nous avons ARIN en Amérique du Nord, LACNIC en Amérique latine, et nous avons en Asie, nous avons APNIC. Donc, voilà les 5 RIR qui sont donc chargés de gérer les ressources Internet numériques. Parce qu'en termes de ressources Internet, nous avons les ressources nommées et puis les ressources numériques. Donc, Afrinic, entre autres, est donc chargé de gérer donc, les blocs d'adresses IP V4 et V6 et de gérer aussi les numéros de systèmes autonomes, c'est-à-dire attribuer à des membres qui pourront utiliser cela dans leur réseau. Maintenant, lorsque j'ai attribué, par exemple, un bloc d'adresse IP à une organisation XYZ. Machin truc, comment est-ce que cette organisation fait pour prouver que le bloc d'adresse IP lui appartient? Nous tous, nous savons que les préfixes sont échangés sur Internet en utilisant BGP. OK? Donc, on utilise BGP pour pouvoir s'échanger des préfixes. Ça veut dire, je suis l'organisation, allons dire Camtel, puis il y a une autre organisation Orange. Nous voulons, par exemple, nous interconnecter. Nous allons utiliser le protocole BGP. Et pour utiliser BGP, il faut que je sache ton numéro de système autonome. Il faut que je sache ton bloc d'adresse IP. Il faut que tu saches aussi mes informations, c'est-à-dire mon numéro de système autonome et mes blocs d'adresse IP. Une fois que moi, je te dis, par exemple, que voilà mon bloc d'adresse IP, voilà mon numéro de système autonome, comment est-ce que tu fais pour vérifier? Il est donc né la nécessité pour les registres d'octroyer un service qu'on va appeler le service de IRR. Ce service permet donc, lorsque je veux, par exemple, aller voir, lorsque je veux vérifier que telle ressource appartient à telle organisation, je vais aller dans l'IRR. Et en termes d'IRR, nous avons plusieurs dans le monde. L'IRR est basé sur un protocole qu'on va appeler l'IRRD, l'IRR Diamond, Internet Routing Registry Diamond. C'est un démon que vous tous, vous pouvez télécharger et installer sur vos machines et avoir votre propre IRR en local. Sauf que ça va servir à quoi d'avoir son IRR en local? Donc, à l'heure où je vous parle, globalement, il y a un ensemble d'IRR dans le monde. Il y a plusieurs IRR dans le monde. Il y a déjà les RIR. Afrinic a son IRR, RIPE-NCC a son IRR, ARIN a son IRR, LACNIC a son IRR. Il n'y a que LACNIC, APNIC autant pour moi, qui n'a pas d'IRR et qui va utiliser les autres IRR globaux et qui sont utilisables par tout le monde. Donc, en termes d'IRR, il y a comme ça une panoplie, une vingtaine, 20 à 30 IRR qui existent dans le monde. Donc, si je veux par exemple savoir à qui appartient le bloc, allons dire 8.8.8.0/24, comment je fais pour savoir cela? Ou bien le bloc par exemple 1.1.1
192.0/24. Comment je fais pour savoir cela? Le bloc 196.192.0.0/16 appartient à qui? Comment est-ce que je fais pour savoir cela? Est-ce que si je viens, par exemple, faire du peering avec vous et que je vous dis ce bloc m'appartient, vous me croyez sous parole? Comment est-ce qu'on fait pour vérifier cela? Vous allez vérifier cela en utilisant donc l'IRR. Et comme j'ai dit, il existe un ensemble d'IRR. L'IRR, c'est quoi? C'est une base de données orientée objet. Quand je dis orientée objet, ça veut dire on utilise les objets pour stocker l'information dans la base de données. Et ces objets-là obéissent à une certaine syntaxe qui est appelée le langage de spécification des politiques de routage, RPSL. On va voir ça plus tard. Donc, dans cette base de données, on stocke les données des informations qui peuvent être regroupées en plusieurs catégories. Et ces catégories sont ceux que vous voyez sur l'écran. La première catégorie, c'est la catégorie qui permet de stocker les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est votre bloc d'adresse IP, c'est votre numéro de système autonome, c'est votre domaine. Après avoir stocké les informations sur ces ressources qui peuvent appartenir à une organisation membre d'Afrinic, on va stocker les informations de contact, c'est-à-dire par exemple les personnes. Là, par exemple, pour les contacts, on a par exemple l'objet personne, rôle, IRT, ainsi de suite. Et maintenant, on va stocker donc les informations pour le routage. Comment est-ce que le routage sera fait? Et pour donc cela, on va utiliser les objets tels que route, route 6, route 7, ainsi de suite. Voilà donc comment est-ce que ces objets, ça c'est juste quelques exemples d'objets, il y en a plus que ça dans la base de données. Et la base de données évolutive, on peut ajouter les objets en fonction des besoins, selon que le besoin se présente. Donc, cette base de données, donc, comme je l'ai dit, est disponible. Maintenant, je vais poser la question. Tout à l'heure, nous avons dit que les méthodes, les mécanismes pour pouvoir sécuriser Internet consistaient à utiliser les outils tels que IRR, APKI et ainsi de suite. Je veux donc maintenant que vous puissiez nous lister les objets à utiliser pour documenter le routage. Donc, nous allons toujours sur slido.com. Donc, si vous êtes déjà sur cette page, c'est OK. Vous avez la prochaine question. Et la prochaine question est donc de lister les objets à utiliser. C'est bien ça qu'on doit poser, Stéphane, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Lister les objets à utiliser pour documenter le routage. D'après vous, lister les objets qui sont à utiliser pour pouvoir documenter le routage. Donc, slido.com, 442 175 étant le code. Lister des objets à utiliser pour documenter le routage. Si vous avez suivi ce que Stéphane disait tout à l'heure, ou si vous regardez l'écran de Stéphane, vous aurez également la possibilité, en fait, parmi les objets qui sont là, d'après vous, quels sont les objets qu'on peut utiliser pour documenter, en fait, le routage. Vous pouvez tirer au sort. Stéphane vous a déjà donné un indice en vous présentant en fait sur son écran une série d'objets. Donc, parmi les objets qui sont présentés à l'écran, quels sont d'après vous ceux qu'on peut utiliser pour documenter le routage? On voit route 6, route 7. On voit là en se référant sur la présentation IP, ES, domain name, IP and domain name.
Ok, intéressant. Kaida, comment est-ce que Kaida va aider pour documenter le routage? Rappelez-vous que la question, c'est comment vous documentez votre politique de routage. Comment vous pouvez documenter votre politique de routage? Comment est-ce que vous présentez au réseau extérieur? Comment est-ce que vos informations sont... En fait, on doit accéder à vos ressources et vous-même, vous cherchez à contacter d'autres réseaux. Okay. Ok, intéressant. Donc, on va répondre à cette question dans la suite. Ok. Donc, maintenant, on va regarder quelques exemples d'objets tels que ça se présente dans la base de données. Mais avant cela, je veux que Willy partage son écran, son terminal. Il va nous faire une requête. Il va nous faire une requête who is -t, l'objet par exemple personne. Ok. Tu peux agrandir encore un peu, voilà. Est-ce que vous voyez l'écran de Willy, tout le monde? Regardez l'écran de Willy. Willy va faire whois.afrinic.net -t personne. OK. Donc, l'option -t dans la commande whois, ici là, permet de spécifier qu'on veut avoir le template d'un objet spécifique. Le template ici, c'est quoi? Le format de l'objet. Si vous regardez l'objet personne ici, là, vous allez voir que ça a plusieurs attributs. L'attribut personne, adresse, phone, fax number, email, organisation, nick handle, remarks, ainsi de suite. Et si vous regardez, devant chaque attribut, il y a les spécifications de cet attribut. Il y a des attributs qui sont mandatory, c'est-à-dire des attributs obligatoires. Et il y a des attributs qui sont optionnels, c'est-à-dire des attributs optionnels. Et on a aussi des attributs qui peuvent être multiples, ça veut dire qu'ils peuvent s'écrire sur plusieurs lignes. On a des attributs qui sont single, qui ne peuvent apparaître qu'une seule fois. Des attributs assez intéressants dans cet objet-ci, l'un des plus intéressants, c'est la source. La source, c'est quel est l'IRR dans lequel cet objet est stocké. Et pour regarder, je vais demander à Willy de faire, par exemple, whois, oui, vas-tu dans Afrinic pour que ça va donner peut-être une erreur. Non, c'est bon là. Fais 1.1.1.1 et valide. Je m'attends à une erreur. Oh, cool. Ça, c'est intéressant. Pas d'erreur, intéressant plutôt. Donc, ça, là, par exemple, Willy vient d'interroger la base de données IRR avec une adresse IP pour savoir à qui appartient cette adresse IP. Et là, il se rend compte que cette adresse IP, normalement, le bloc 1.1, c'est un bloc qui appartient à Cloudflare, mais Cloudflare a donné un /24 à, comme on voit là, à Appenic pour les labs de Appenic. Et vous allez voir que ce bloc-là est enregistré chez Appenic. Appenic étant le registre pour la zone du Pacifique. Donc, vous voyez que voilà, dans ce bloc-là, on a par exemple inetnum. Inetnum, c'est l'objet qui permet de stocker les préfixes IPv4. Si c'était une adresse IPv6, ça devait être inet6. Le netname, c'est un descriptif du bloc que vous donnez à votre bloc. La description, donc, vous pouvez dire à quoi est-ce que ça va servir, ainsi de suite. Le pays, on voit que ce bloc est utilisé en Australie. L'organisation, on voit que c'est Appenic. Et puis, on voit un autre ensemble de paramètres tout aussi intéressants.
Si Willy continue, on va voir si par exemple à ce bloc est lié un objet root. Voilà. À ce bloc, par exemple, est lié un objet root. Vous voyez là, l'objet root ici. Je vais revenir à la question tout à l'heure. L'objet root ici montre que le bloc 1.1.1.0/24 est associé au numéro de système autonome AS 13335, qui est le numéro de système autonome d'APNIC. Donc, vous voyez que là, par exemple, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la requête aurait échoué? Il y a des requêtes, parce que vous avez vu, cette requête a été envoyée au serveur d'Afrenic. D'accord? La requête a été envoyée au serveur d'Afrenic. Dépendant du client que vous utilisez, si vous envoyez une requête comme ça, ça risque de ne pas aboutir. Ça risque de ne pas aboutir parce qu'il faut spécifier exactement où se trouve l'objet. Mais parfois, les bases de données sont interconnectées. Willy, si tu essayes avec le bloc 9.9.9, 8.8.8, et sur 8.8.8, 4.8, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, vous voyez par exemple, voilà un exemple de bloc qui existe effectivement, mais lorsqu'on interroge chez Afrinic, on se rend compte que Afrinic n'arrive pas à retrouver le bloc. Pourtant, ce bloc existe effectivement. Si maintenant, on va chercher, on va voir où se trouve ce bloc. Allons chercher ce bloc chez APNIC, par exemple. Voilà. On voit que ce bloc est chez APNIC et on trouve que le /8 effectivement est enregistré chez APNIC au nom de IANA NetBlock. Et voilà, donc c'est un bloc qui appartient à IANA, mais il y a un sous-bloc de ce bloc-là qui est utilisé par Google. OK, donc Willy envoie la requête sans spécifier le serveur et on se rend compte que ce bloc, le bloc parent appartient à level 3, donc apparemment c'est un legacy bloc de level 3. OK, si on descend, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce qu'on a des objets root qui sont liés à cela? On voit qu'il y a un /24 qui a été attribué à CIDR, OK, à Google. Donc, Google utilise cela pour... voilà. Donc, voilà quelques requêtes, par exemple, que vous pouvez faire, des requêtes basiques comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir retrouver, par exemple, une ressource à qui ça appartient. Donc maintenant, tout à l'heure, j'ai dit par exemple qu'il existe plusieurs IRR. Parmi ces IRR, on a l'IRR d'Afrenic, on a celui d'APNIC, ainsi de suite. On a tous ces IRR-là. Et chacun de ces IRR est une base de données locale chez le registre. Et il y a aussi des grandes organisations telles que Level 3. Vous aussi, vous pouvez installer votre propre IRR tel que j'ai spécifié. Et à la base de tout, on a le grand IRR qui est le RADB. Le RADB, donc toutes ces bases de données-là sont agrégées au niveau du RADB. Et le RADB, c'est une base de données qui est payante. Si vous voulez créer vos objets, par exemple, chez RADB, vous payez, je crois, c'est $350 l'année pour pouvoir avoir vos données chez RADB. L'inconvénient d'utiliser les données chez RADB, c'est que
parfois, ces données peuvent être, comment je vais dire, donc, si par exemple, moi, je paye mes droits d'abonnement à RADB, je peux entrer n'importe quel préfixe. OK? Je peux demander à RADB de copier, par exemple, un préfixe qui existe chez Afrinic et de mettre là-bas et de créer un proxy. Ça, c'est si, par exemple, la base de données d'Afrinic n'est pas accessible à certains opérateurs. Donc, certaines personnes, on peut faire une requête, par exemple, d'un bloc et on ne retrouve pas, par exemple, on ne retrouve pas, par exemple, un objet qui existe bel et bien. Ou alors, peut-être les gens peuvent avoir une difficulté à pouvoir documenter leurs objets. Allons-y chez un RIR standard. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser les third parties tels que RADB. Il y a aussi, il y a plusieurs, il y a NTT.com, ainsi de suite. Ils vont utiliser donc une base de données telle que RADB pour créer leurs objets. Et c'est généralement les objets qu'on appelle des objets proxy. Le défaut avec ça, c'est que ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand les gens se retirent de RADB, RADB ne supprime pas les objets. Ce qui fait que vous pouvez avoir un objet qui existe effectivement, qui n'existe plus chez un RIR, mais qui existe chez RADB. Et là, vous allez voir donc que ça donne donc des informations erronées. Donc, ça, c'est un des inconvénients de IRR que je mets déjà en exergue. OK, donc on va continuer avec les slides. Donc, quelques exemples d'objets. Donc, on a vu déjà quelques exemples de ces objets. On a vu INET num qui permettent de documenter les préfixes IPv4 et IPv6. On a route et route 6. Donc, lorsque vous avez un bloc d'adresse IP et que vous voulez montrer au monde que vous avez le droit de router ce bloc d'adresse IP-là, il faut créer un objet route pour les blocs d'IPv4 et un objet route 6 pour les blocs IPv6. Les AS7 permettent aux personnes qui veulent, par exemple, utiliser plusieurs numéros de système autonome. Donc, si vous voulez utiliser plusieurs numéros de système autonome, vous allez donc créer un AS7 et puis vous allez aligner tous les numéros de système autonome comme membre de ce AS7-là. Rôle, c'est un peu la même chose que l'objet personne qu'on a présenté tout à l'heure. Mais rôle permet de regrouper plusieurs personnes à la fois. Ça fait en sorte que si vous êtes dans une organisation et que vous êtes en train et que vous avez votre bloc, vos ressources, allons-y chez Afrinic, et que vous voulez gérer de sorte que ce ne soit pas lié à une personne, il faut créer un rôle. Vous créez un rôle, vous associez plusieurs personnes, de sorte que si une personne, par exemple, quitte l'organisation pour une raison ou une autre, vous pouvez facilement modifier votre objet rôle et ajouter des nouvelles personnes, au lieu d'associer les personnes directement aux objets, aux ressources. Donc, tout à l'heure, voilà un exemple d'objet personne. Donc, on a vu tout à l'heure, quand Willy a présenté son écran, on a vu par exemple qu'il y avait les attributs et on avait la possibilité de donner des valeurs à ces attributs-là. Personne, par exemple, c'est le nom. Normalement, tout ingénieur réseau devrait avoir son objet personne dans la base de données d'Afrinic. Là, quand vous quittez d'une organisation à une autre, vous pouvez utiliser le même objet, quelle que soit votre affiliation. Après, on a les adresses, on a le pays, le numéro de téléphone, fax, ainsi de suite. Bon, voilà. Un exemple de NetName, de INetNum. Ici, c'est le 192.88.99.0/24. Donc, voilà un exemple de bloc d'adresse IP 1/24. Le NetName, c'est un exemple tout simplement qu'on a créé pour faire cette présentation, le pays, ainsi de suite. On voit toutes les informations. Voici un exemple d'objet route. Cet exemple d'objet route dit que pour ce /16, l'ASN 1, 2, 3, 4 peut annoncer ce bloc d'adresse IP V4. Ce qui fait que lorsque vous allez venir vers moi et vous allez dire, écoute Stéphane, voilà mon bloc d'adresse IP, c'est 192.168.0.0/16. Je vais faire deux vérifications. La première vérification, je vais d'abord aller chez Afrinic dans la base de données WhoIs
lancer la requête que Willy a lancée tout à l'heure là, whois-h, whois.afrinique.net, je mets le bloc d'adresse IP. Je vois que ça appartient bel et bien à votre organisation. Après, je vais maintenant faire, OK, c'est bel et bien à cette organisation. Je vais maintenant faire une recherche pour voir. Déjà, même quand je vais faire cette recherche-là, quand ça va venir, ça va envoyer l'objet route directement. Si l'objet route existe, je vois effectivement que cet objet route me dit que ce bloc, ce préfixe peut bien être annoncé par ce numéro de système autonome. Et voilà comment je vérifie votre information. Et voilà, donc, je peux donc autoriser ce préfixe. Il faut juste peut-être préciser, Stéphane, à l'auditoire que parfois, en fait, les deux personnes qui communiquent ne sont pas en face à face. Et en plus, vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs. Donc, c'est pour ça que c'est important de documenter, parce que ça vous évite justement d'avoir à forcément demander directement à chacun des interlocuteurs quels sont tes blocs, quel est le numéro d'AS qui annonce, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important de documenter, notamment comment vous annoncez vos blocs, avec quel numéro de système autonome, quelle taille de préfixe. D'accord. Donc, ce que Willy vient de mentionner est hyper intéressant parce que je suis venu te dire, voici mon bloc 192.168.0.0. Je peux avoir 10 blocs. Mais comment est-ce que tu vas savoir que, par exemple, le bloc 1, 2, 3, je les annonce, le bloc 4, 5, 6, je ne veux pas, par exemple, annoncer. Donc, c'est pour ça qu'il est important que je documente cela. Et une autre chose, par exemple, on ne peut pas le faire genre, c'est face à face où on vient, on se dit, bon, je vais annoncer le préfixe 1, je vais annoncer le préfixe 3, ainsi de suite. S'il y a des réseaux qui ont, par exemple, allons prendre un réseau au Cameroun, par exemple, comme Camtel, qui a des milliers de clients. S'il faille aller, par exemple, chez chaque client, lui dire, voici mon préfixe, ainsi de suite, ce n'est pas scalable. Donc, il faut trouver un endroit où tout le monde stocke son information. Et lorsque je vais, par exemple, faire du peering avec cette personne, je sais où je vais trouver l'information liée à cette personne-là, à cette organisation. Donc, voici un exemple d'objet Route 6, d'accord, qui documente un préfixe IPv6. OK? Donc, déjà, ici, lorsque vous avez documenté, vous voyez ici là, le route IPv4 préfixe avec le numéro d'ASN, ce préfixe vient d'un RIR. Dans ce cas, nous avons pris l'exemple de RIPE-NCC. Et nous avons aussi le bloc IPv6 qui est là, qui est annoncé par un numéro de système autonome. Lorsque moi, par exemple, j'ai mon routeur qui est là au milieu, comment est-ce que je fais pour savoir que je dois, par exemple, accepter tel préfixe venant de tel ou tel? Je vais donc faire une interrogation dans la base de données RIR de RIPE-NCC, par exemple, et à l'aide des informations que l'organisation en question a créées, je vais créer ma liste de préfixes. Donc, lorsque vous êtes en train d'enregistrer, par exemple, un objet Route 6, cet objet-là est lié à deux choses. On a d'abord le bloc d'adresse IPv6. On a le bloc d'adresse IPv6 ici. L'exemple, c'est 2002 FF30/32. Et c'est lié à un mainteneur. Le mainteneur ici, c'est quoi? C'est l'objet que vous voyez c'est la ligne que vous voyez en bleu là. MNT-by. C'est en fait l'objet dans la base de données WHOIS qui permet de sécuriser vos informations et vos ressources. L'objet mainteneur, ça s'appelle le mainteneur. Vous allez voir donc maintenant que pour pouvoir créer un objet root qui est lié à un bloc d'adresse IP, il faut avoir le mot de passe de son mainteneur. Vous voyez que c'est sécurisé, donc c'est pas comme si vous pouvez aller tout simplement dans la base de données d'Afrini et puis vous mettez à créer les objets root de façon aléatoire. Non, il faut détenir le mot de passe
ou bien encore les informations de sécurité qui est liée à ce bloc d'adresse-là. Et dans ce cas, par exemple, vous voyez que les deux objets que j'ai à l'écran, l'objet inet6 et l'objet root, sont effectivement liés. OK? Par le mainteneur. Voilà un exemple avec un bloc d'adresse IP, IPv4, avec un inetnum et un objet root. J'ai parlé des AS7 en disant que les AS7 permettaient, lorsqu'on avait plus d'un numéro de système autonome, de pouvoir les utiliser dans ce qu'on va appeler, ça un customer con. Donc, je peux avoir plusieurs numéros de système autonome, je vais les grouper. Je les groupe donc en utilisant un objet que j'appelle AS7. Donc, un AS7, c'est un groupe de plusieurs numéros de système autonome. Et dans la liste des numéros de système autonome, la liste est séparée par des virgules. Et dans cette liste, on peut avoir d'autres AS7. Donc, si vous voyez par exemple dans mon exemple, j'ai l'AS 1, 2, 3, 3, 7, 6, 5, 4, 2, 8, 3, 8, 8, 100, 8, 9, 8, 3, 9, 8, 0, 7. Et j'ai un AS7 là, AS-Drenet, AS-GTIS. Ça, ce sont des exemples de AS7 que je viens remettre dans un autre AS7. Ça veut dire que je peux imbriquer des AS7 dans un autre AS7. Et on va voir ici, par exemple, voilà, Remarks, ça permet, par exemple, de donner une information, de décrire, ou encore peut-être certaines personnes utilisent ce champ-là pour pouvoir spécifier les contacts, ainsi de suite. Et le champ, la source, on connaît déjà c'est quoi la source, ça vient d'un RIS, ça peut être Afrinic, Arin, RIPE-NCC, ainsi de suite. Range, c'est la personne qui a modifié la dernière fois et ça donne aussi la date et l'heure de modification. Donc, voilà un exemple d'AS7. Et voilà l'illustration d'un AS7. Donc, vous voyez que l'AS7, par exemple, SNIJDS regroupe trois ASN, d'accord? L'ASN 65530, l'ASN 65535 et l'ASN 100 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que chaque ASN est autorisé, par exemple, à originer un préfixe. Là, par exemple, vous voyez que ça, je peux être une organisation. L'organisation SNI, je suis une organisation et j'ai plusieurs clients. J'ai le client 65530, le client 65535, le client 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas aller, par exemple, à tous mes peers ou bien mes upstream dire voici le client 1, voici le client 2, voici le client 3, ainsi de suite. Je crée tout simplement un AS7 et je mets ça à disposition dans l'IRR. Ce qui fait que quand les gens vont lancer les requêtes vers l'IRR, ils vont trouver cela et ils vont pouvoir créer des filtres qui répondent aux spécifications qui sont là. Juste préciser aussi, Stéphane, encore une fois, si tu peux revenir sur ta slide, ce que tu avais. Une chose parmi ce que Stéphane a mentionné qui est aussi très important, c'est que justement, parce que vous aurez chaîné en fait les numéros d'AS, n'importe quel opérateur réseau, parce qu'il aura trouvé l'AS7, va trouver derrière l'AS7 les numéros d'AS correspondants et derrière les numéros d'AS, il va trouver également les objets route et route 6 correspondants. Donc, ça simplifie en fait la communication entre les différents opérateurs réseau. Simplement, en fait, en inscrivant, en documentant là où il faut vos différentes ressources. OK. Donc, voilà. Maintenant, ça c'est toujours... Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que votre objet peut exister dans multiples bases de données. Et j'ai pris un cas de figure. Vous pouvez, par exemple, créer votre AS7 chez Afrinic et aller encore le créer chez RADB. RADB, par exemple, c'est une base de données payante. Donc, si vous payez,
et qu'ils voient que effectivement votre objet existe chez Afrinic, ils peuvent faire la réplication de cet objet-là. L'inconvénient avec ce système, c'est que lorsque vous décidez, par exemple, lorsque le bloc, par exemple, vous est retiré, RADB ne retire pas ces informations de sa base. Ce qui fait que si on cherche, on va continuer de voir ces informations sur RADB. Donc, il faut encore leur écrire pour leur demander de supprimer. Si ce sont des personnes malveillantes, ils peuvent laisser cela pour continuer d'utiliser et comme ça, là, poser des problèmes pour le routage Internet. Je vais m'arrêter ici là pour voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. S'il y a quelque chose que vous aimeriez comprendre, un éclaircissement sur ce qui a été abordé jusqu'ici. Donc, Christian, OK. Christian demande, en fait, il pose une question sur l'objet AS7. Il dit que l'objet AS7 simplifie la communication entre les différents opérateurs réseau. Il demande que tu donnes plus de précision. OK. Je vais donner plus de précision dans les slides qui suivent, avec un exemple concret. OK, merci. Une autre question? Question éclaircissement. Tout est limpide pour tout le monde. OK. Oui, autre question, Christian. RADB, ce n'est pas un objet, c'est une base de données. C'est une base de données IRR, comme la base de données d'Afrinic, sauf que c'est une base de données payante. Comment automatiser la suppression d'objets là-bas? Bon, là, je ne crois pas qu'il existe une manière de supprimer automatiquement là-bas. Hein. Et il faut s'adresser à eux pour pouvoir faire la suppression. Donc, c'est manuel. Donc, vous devez pouvoir supprimer vous-même. OK, je pense que c'est OK. Est-ce que nous avons une autre question avant que Stéphane entame la prochaine partie? OK. Bon, je pense, Stéphane, que c'est OK, tu peux continuer. Oui, souvent, ils s'en rendent compte après, bon. Sauf que c'est leur cœur de métier, c'est de pouvoir mettre à disposition ces objets-là pour tout le monde. Donc, lorsque vous avez créé l'objet, si vous ne venez pas après supprimer, donc c'est pour ça qu'on dit que l'effort de coordination, c'est quelque chose qui nous incombe à tous. Donc, c'est à chacun de s'assurer que les informations que nous enregistrons chez les divers IRR sont des informations, comment je vais dire, concordantes. Et à jour. Ouais, voilà. Donc, c'est très important. Ouais, c'est une entorse aux bonnes pratiques, sauf que Manners, c'est une initiative, c'est pas tout le monde qui est Manners compliant. Donc, pour devenir Manners compliant, il faut mettre en pratique au moins ces 3 des 4 actions que nous avons présentées dernièrement. L'anti-spoofing, la coordination, la coordination, le filtrage et la validation. Sauf que, bon, ce n'est pas tout le monde qui le fait. D'où la nécessité, pour nous qui sommes conscients de l'importance de la sécurité de notre table de routage, de pouvoir évangéliser, de pouvoir prêcher ce message-là afin que les gens puissent s'adhérer et aussi de montrer aux gens comment est-ce que c'est utile, de montrer aux gens comment le faire. OK. Donc, voici un exemple de réseau. Et dans cet exemple de réseau, je vais faire, je vais illustrer parce que j'ai parlé de RPSL, Routing Policy Specification Language. D'accord? Le langage
de spécification de la politique de routage. Les objets que nous avons présentés jusqu'ici sont des objets, si vous avez remarqué, des objets vraiment très basiques et très simples, très simplifiés. Maintenant, lorsqu'on veut pousser la documentation, je ne dis pas que c'est ce que nous avons fait déjà, ce n'est pas déjà documenté. Donc, si vous avez votre hotnum, c'est-à-dire votre numéro de système autonome, on voit effectivement que voilà, le monsieur, il a son numéro de système autonome. Vous avez votre INET-NUM, on voit que le bloc d'adresse IP vous appartient. Votre INET6-NUM, on voit que le bloc d'adresse IPv6 vous appartient. Et puis maintenant, pour ajouter à tout cela, vous avez votre objet route et votre objet route6. Ces deux objets permettent de dire, bon, tel numéro de système autonome est autorisé à annoncer tel préfixe. Vous pouvez ajouter à cela, pour ceux qui ont des clients, les objets AS7. D'accord? Pour documenter la liste des numéros de système autonome de vos clients. De sorte que quand je trouve votre AS7, on connaît tous vos clients, on peut retrouver leur AS et on peut retrouver les objets qui sont liés à leur AS, les objets routes qui sont liés à leur AS, ainsi de suite. Mais maintenant, une fois que vous avez fait cela, ça ne s'arrête pas là. Il faut spécifier qui est-ce que j'annonce, qui est-ce que j'accepte dans mon réseau. Le langage, donc, c'est le langage RPSL qui va être utilisé. Voici un exemple de réseau. Dans ce réseau, nous avons un gros fournisseur, AS64500, qui a un peer AS64511, qui a un fournisseur, son upstream provider, qui est AS64510, et qui a deux clients, 501 et 502. La politique ici de ce AS est très simple. C'est quoi? C'est que avec le peer, qu'est-ce qu'il doit échanger comme préfixe avec le peer? Il doit échanger son préfixe, il doit échanger les préfixes de ses clients. Il ne doit pas, ce qu'il reçoit d'Internet, il ne peut pas envoyer au client, sinon il devient transitaire pour le client. Et ça, c'est dangereux. Donc, voilà déjà, du point de vue de Pierre, quelle est la communication de préfixe qu'il doit avoir avec ce client-là, avec ce Pierre. Du Pierre, qu'est-ce qu'il doit accepter? Vous voyez que le Pierre, c'est un Pierre IPv6 seulement. Le Pierre n'a pas d'adresse IPv4. Donc, il ne doit pas accepter de bloc IPv4 de ce Pierre. Il doit accepter le bloc IPv6 de ce Pierre. Et si ce Pierre a des clients, il doit accepter les blocs de clients de ce Pierre pour pouvoir envoyer à ses clients, de sorte que ses clients aient accès aux clients de son Pierre. Parce que son Pierre, dans ce réseau que je viens d'illustrer, le gros noir là, ça pouvait être Camtel. À côté, ça peut être Yumi ou bien un autre fournisseur d'accès, comme ça là. Et puis, les deux sont en train de s'échanger. Puisque tous ont des clients, ils veulent que leurs clients puissent pouvoir communiquer entre eux de sorte que la bande passante soit moins chère. Qu'on ne soit pas en train d'aller à l'extérieur pour revenir chercher une ressource qui est dans le pays. Donc, la communication avec le transitaire, c'est quoi? Chez le transitaire, je dois recevoir tous les préfixes qu'il m'envoie parce que c'est quand même mon transitaire. Je dois recevoir soit toute la table de routage Internet ou alors la route par défaut. Et je dois lui annoncer quoi? Mes clients et mon préfixe. Mais je ne dois pas lui annoncer le Pierre. Voilà donc la politique de routage. Ça, c'est ma politique de routage. Comment est-ce que je fais savoir cette politique de routage à Internet? Comment est-ce que je fais pour que les gens soient au courant de cette politique de routage? Je vais donc utiliser le langage RPSL. Le premier objet, c'est quoi? C'est l'objet hotnum. Tout à l'heure, on a vu un objet hotnum. On a vu que c'était un objet très simple. L'objet hotnum permettait simplement de dire voici un numéro de système autonome, voici à qui ça appartient, voici la description, voici l'adresse email, ainsi de suite. Mais un objet hotnum qui permet de documenter la politique de routage va utiliser les expressions telles que import et export. Regardez donc pour cet exemple
pour l'OTNUM 64 500, ce que j'ai. J'ai d'abord la description, blablabla. J'ai la remarque, blablabla. Les remarques. Donc, la première remarque ici, là, je dis d'abord que ce que je veux pour mes clients, je veux accepter tout ce qui vient du client AS 64 501. OK? Export vers ce client, je dois lui annoncer tout. D'accord? Je lui annonce tout ce que j'ai, c'est mon client. Donc, je suis supposé lui donner du trafic. Donc, toutes les ressources dont il a besoin, toutes les ressources que j'ai à ma disposition, je lui envoie. Donc, c'est ce que ça veut dire là. Maintenant, un autre M-import. Venant du client 502, j'accepte le numéro de système autonome 502. Vers le client 502, j'envoie tout. Maintenant, vers mon peer, celui qui est en vert, le 511, qu'est-ce que je dois recevoir? Je dois recevoir son numéro de système autonome et tous ses AS7. Donc, s'il a des clients, j'accepte. Vers le 511, qu'est-ce que je dois lui envoyer? Je dois lui envoyer le 64 500, c'est-à-dire mon préfixe, et tout ce que je reçois. Le AS-all là, c'est en fait un AS7 que je dois créer. Et après, vers mon transitaire, l'AS64 510, qu'est-ce que je lui envoie? Qu'est-ce que je reçois de lui? M-import. Qu'est-ce que je reçois de lui? Je reçois tout. C'est mon transitaire. Sauf la liste Bourgogne. Après, maintenant, M-export vers mon transitaire. Qu'est-ce que je lui envoie? Je lui envoie mon ASN et tout ce que j'ai dans mon réseau. J'ai mon mainteneur et la suite. Voilà une politique de routage. Dès que j'ai créé cette politique de routage-ci et que j'ai enregistré, je n'ai pas besoin d'aller sur mon routeur, faire des configurations, créer des listes, tout ça. Il y a des outils que je vais utiliser qui vont me générer automatiquement ma table de routage, qui vont me générer automatiquement la liste des préfixes, juste en spécifiant mon numéro de système autonome. Donc, il va regarder cette documentation-ci et il va créer les listes, toutes les listes qu'il te faut pour ton réseau. Il va te créer les listes de préfixes, il va te créer les listes de ASN, il va te créer même des ACL. Donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez que lorsque ceci, ça allège vraiment la tâche. Ça vous facilite vraiment la vie. Au lieu de se casser la tête, quel préfixe je dois refuser, quel préfixe je dois accepter, ainsi de suite. Vous avez fait votre documentation ainsi, et puis, bam, vous utilisez un outil tel que BGPQ3, BGPQ4 ou encore IRR27, et puis ça vous génère automatiquement votre liste de préfixes. Je ne sais pas si je suis autorisé, sinon je présenterai un exemple, hein, un petit exemple. Pendant que Stéphane prépare l'exemple, juste signaler également aussi aux participants que autant ça facilite la vie de celui en fait qui doit gérer ses ressources, mais dites-vous bien aussi que ça facilite la vie de tous les autres opérateurs réseau sur Internet. En commençant par vos peers, vos upstream, ils n'ont pas besoin de venir encore une fois discuter physiquement avec vous. Il suffit simplement qu'ils fassent une recherche dans la base IRR et ils retrouvent automatiquement toutes ces informations. Et en plus, étant donné qu'on fait confiance aux uns aux autres pour mettre à jour les informations, ils sauront qu'à n'importe quel moment, quand ils feront toujours la recherche, ils auront toujours des informations qui sont valides. Merci, Willy.
J'arrête ceci et je partage cela. Est-ce que c'est ça? C'est mon terminal, je crois. C'est mon terminal que vous avez, n'est-ce pas? Oui. Donc, j'ai par exemple cet outil BGP Q3. Oups. Oh, BGP. Non, non, là, c'est... Voilà. Voilà, donc j'ai cet outil BGP Q3. Lorsque je tape BGP Q3, il me montre par exemple qu'il a la possibilité de me générer des access lists pour Juniper au format JSON, ainsi de suite. Si je prends BGP Q4, BGP Q4 est encore plus avancé, c'est une amélioration de BGP Q3. Ici, j'ai la possibilité de générer la syntaxe Cisco XR, Huawei, JSON, Juniper, MikroTik, BERT. Waouh, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. Donc, comment est-ce que je fais pour générer pour mon réseau? Alors, on dit que je suis un réseau, par exemple, le réseau BGP Q4, le réseau 15964. Ça, c'est un réseau que vous devez connaître. Là, quand je valide, regardez ce qu'il a fait. Il vient de me générer une liste de préfixes au format Cisco. Vous voyez ça? Au format Cisco. Si j'avais voulu, par exemple, utiliser un autre format, allons dire par exemple le format Cisco XR, parce que par défaut, il utilise le Cisco iOS classique. Allons prendre par exemple le Cisco XR. Donc, je vais faire -X. Qu'est-ce qui va quand on est able to pass? Tu dois mettre avant, je crois. Ouais. L'AS vient à la fin. Oui, merci, Willy. Donc, vous voyez, il génère par exemple ceci au format XR. Si je veux au format, par exemple, allons dire, il y a Huawei, JSON, Juniper, et ça encore, peut-être que, allons essayer Huawei. Il me génère cette liste de préfixes Huawei au format Juniper. Il me génère cette liste de préfixes Juniper. Vous voyez que si mon réseau est très bien documenté, il va tout me générer ici, là. Maintenant, si je prends ce ASI, et puis je vais par exemple faire la recherche, faites la recherche sur ce AS, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi la liste de préfixes que je génère là est limitée, est assez limitée parce que ce réseau n'a pas été véritablement bien documenté avec les spécifications APSL que je viens d'énumérer, avec les informations de import, export, ainsi de suite. Donc, j'espère que c'est clair maintenant pour tout le monde. Donc, lorsque mon AS7 est bien, lorsque mon ASN est bien documenté comme ça, les outils simples comme ce que je viens de présenter vont vous créer votre préfixe list en fonction de votre système d'exploitation. Voilà un exemple de route 6 pour cet objet et pour AS64500. On voit bien que celui-ci, le préfixe l'ASN 64500 est autorisé à annoncer le préfixe 2001 DB8 1000, le /36. Bon, ça, ce sont les préfixes juste pour la documentation. Et puis, on a le mainteneur, ainsi de suite. Donc, voilà un exemple d'objet route. Et vous voyez que la source ici, c'est bon, Affinix, c'est juste pour la documentation. Donc, ce n'est pas un vrai objet route. Maintenant, Christian, voilà un exemple donc de AS7. OK. Si tu regardes bien, ici, là, si vous regardez, vous allez voir que
ce AS7-ci appartient à qui? Appartient à 64 500. Qu'est-ce qu'il dit ici là? Il dit que, bon, je donne d'abord une description et puis je dis, les membres de mon réseau sont 501 et 502. Donc, je mets les ASN de mes clients. Lorsque vous avez vu la commande que j'ai lancée tout à l'heure, lorsque je lance cette commande va faire la recherche de tout ça. Il va trouver, quand il va rentrer ici là, quand il va rentrer ici, il va voir toutes les informations que j'ai ici là. Vous voyez par exemple, je dis par exemple M import, je mets à partir de celui-ci. M export, je mets tout ça. Il va retrouver tous ses clients-ci et savoir exactement ce que ses clients annoncent. Si par exemple, j'ai ici là, je vais prendre le cas du Pierre. Du Pierre, j'ai dit quoi? J'ai dit que de mon Pierre, j'accepte ce qu'il m'envoie et j'accepte tous ses clients. Donc, il va aller chercher, faire la recherche sur les AS7 que mon Pierre aura configuré. Il va retrouver tous les ASN de ces Pierre-là et il va retrouver les objets routes qui sont associés à cela, les préfixes, et il va créer donc la liste de préfixes à accepter en fonction de cela. Donc, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je pourrais prendre. Merci Stéphane. Donc, à nouveau, comme Stéphane indiquait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou besoin d'un éclaircissement sur un aspect. N'hésitez pas. Questions, commentaires? Non, ça semblait clair pour tout le monde, on dirait. OK. S'il n'y a pas... OK. Donc, en tout cas, je pense que vous avez dû remarquer, c'est très important, en fait, que les uns et les autres documentent, en fait, ce qui les concerne. Donc, ça fait partie de la responsabilité des opérateurs réseau, dont ayant à disposition des ressources Internet, notamment adresse IP, IPv4, IPv6, numéro de système autonome. C'est important que vous documentiez à votre niveau d'abord ce qui vous concerne et comment vous exploitez ces informations. Ça vous servira à vous, bien sûr, mais ça servira aussi aux différents opérateurs réseau qui sont sur Internet, notamment vos propres clients, vos propres peers, vos upstreams. Et aussi, gardez bien à l'esprit que ça sert également en fait à l'ensemble des opérateurs sur Internet. Comme on a dit, tout le monde n'a pas besoin de venir physiquement dans votre bureau vous poser une question sur comment vous faites, comment les préfixes sont routés dans votre réseau. Il suffit simplement en fait de faire une interrogation dans une base de données IRR et on retrouve ces informations. Donc, c'est un peu c'est la raison pour laquelle en fait aujourd'hui nous avons voulu vous présenter déjà ce que c'était que la base IRR. J'espère que tout le monde a compris son intérêt. Également aussi de présenter maintenant un langage qui permet de documenter de manière poussée en fait comment ces ressources sont exploitées. Dites-vous bien aussi que ce qu'on veut éviter, c'est de faire des erreurs parce que vous avez vu par exemple avec les scripts que Stéphane utilisait, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher chaque bloc d'adresses qui sont annoncés par tel ou tel numéro système autonome. Donc, vous avez des outils qui vous aident à faire cela. Et à travers ces outils, vous pourrez après maintenant renseigner vos différents routeurs avec les éléments mentionnés. Stéphane voulait montrer des exemples. Donc, merci beaucoup, Willy, pour ce recap très poignant et très riche. Donc, voici pour ce... Tout à l'heure, Willy a présenté son écran avec là-bas, avec le client WhoIS. Normalement, le client WhoIS vient par défaut installé sur les systèmes Linux. Pour les systèmes Windows, vous pouvez télécharger et installer si vous avez le PowerShell. Mais si vous n'avez pas ça, ne vous dérangez pas. Si vous voulez interroger des ressources ou bien des informations qui sont dans la zone d'Afrinic, il y a le client web. Donc, le client web, c'est whois.afrinic.net. Donc, si vous y allez, ici, par exemple, vous allez voir toutes les requêtes que Willy a tapées tout à l'heure, 1.1.1.1. On peut aussi mettre ça ici et puis faire la recherche. Et vous allez voir... Oups. Non, c'est normal, en fait. Il se restreint normalement, en fait, au registre d'Afrinic. Donc,
C'est correct. OK, c'est assez correct. Donc, voilà, je vais prendre l'ASN que j'ai cherché tout à l'heure. Donc, vous voyez, voilà, par exemple, un ASN. D'accord? Vous voyez, voilà les informations de l'ASN. Vous voyez que pour ce ASN, je vais mettre l'option B pour qu'il m'affiche tout. Je vais désactiver la recherche récursive. Donc, voilà un ASN, par exemple. Vous voyez que je peux avoir les informations sur un ASN. Je n'ai pas besoin d'aller demander à qui que ce soit. Donc, si je connais un ASN, si quelqu'un vient me dire, je veux pierrer avec toi, il suffit que je connaisse le nom de ton organisation, que je peux venir ici chercher. Et dès que je cherche là, je trouve par exemple que voilà l'ASN qui appartient par exemple à cette organisation. Et on voit que tout à l'heure, vous avez vu les exemples des ASN que je vous ai présentés. Je vous ai montré par exemple comment à l'aide d'un ASN, on parvenait à documenter clairement sa politique de routage. OK? Ce qui n'est pas visiblement... Oui. Oui, non, vas-y. En fait, je disais que tu pouvais utiliser celui que j'ai mis dans le chat pour illustrer l'exemple correctement, en fait. D'accord, je vais prendre... C'est Wakren, donc je pense que c'est assez neutre, entre guillemets. Ouais. Donc, juste mentionner que ce n'est pas dans le champ remarque que vous devez documenter. Parce que dans le cas que nous avons à l'écran, en fait, on utilise le champ remarque pour documenter. Donc, voilà, vous voyez, voilà un exemple qui est différent de celui que nous venons de présenter. Vous voyez que celui-ci, par exemple, a des clauses export, d'accord, où il spécifie à quel numéro de système autonome et qu'est-ce qu'il va annoncer. Export. Voilà des clauses import. Qu'est-ce qu'il va accepter? Voilà. Par exemple, pour celui-ci, il connaît ce AS7, cet autre AS7, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour celui-ci, à partir de là, vous voyez qu'il a restreint ça à des AS7 pour ces pièces-ci. Pour ces autres pièces, il accepte tout. Et puis maintenant, lorsque vous allez, si je prends maintenant ce ASN et que je m'en vais encore faire, par exemple, notre exemple de BGP Q4, avec ça, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. C'est un peu plus restrictif. Je partage l'écran pour vous montrer ce que j'obtiens. Donc, c'était pour dire que au lieu d'utiliser le client WhoIS, vous pouvez aussi utiliser le client WhoIS en ligne de commande, vous pouvez aussi utiliser le client web. Donc, je partage mon terminal pour vous montrer donc la dernière chose. Donc, voilà par exemple pour le préfixe que Willy a donné, BGPQ4 n'accepte que ceci. Voilà, donc c'est tout ce que nous avions à présenter ce soir. Lors du prochain webinaire, on va parler d'un autre outil. Là, aujourd'hui, on a parlé de l'IRR, on va parler d'un autre outil qui est un peu plus sécurisé, à savoir le RPKI. Pour ce, je vous dis merci. Merci Stéphane. Avant de partir, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir notre formulaire d'évaluation. Nous avons mis le lien dans le chat. Vous recevrez également le même message dans vos boîtes aux lettres, mais si vous avez l'opportunité, vous pouvez remplir dès maintenant ce formulaire d'évaluation. Ça nous permettra de prendre en compte vos remarques et aussi de voir comment pouvoir améliorer ce que nous faisons jusqu'ici. Donc, avant de partir, s'il vous plaît, n'hésitez pas à remplir le formulaire d'évaluation. Prochain webinaire aura lieu dans 2 semaines et comme Stéphane vous l'a indiqué, il portera donc en fait sur un autre aspect concernant toujours en fait la sécurisation du routage et cette fois-ci c'est ça, RPKI.
Donc, nous vous remercions pour votre participation. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir le formulaire d'évaluation. Nous prenons à cœur tout ce que vous mentionnez comme élément afin de pouvoir améliorer ce que nous faisons au niveau des webinaires organisés au niveau du CMNOG. Nous profitons également de l'occasion pour remercier Internet Society, dans le chapitre du Cameroun et Internet Society, pour le support en termes de communication qu'ils font pour ces webinaires. Il y a également Camix que nous remercions pour la communication également de ce webinaire auprès des personnes qui sont en fait en collaboration avec le point d'échange Internet au Cameroun. Sur ce, nous vous remercions à nouveau et donc à nous retrouver à l'occasion d'un prochain webinaire du CMNOG. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.